Bienvenue dans ce webinaire. Donc, je pense on va pouvoir démarrer tranquillement. Donc, déjà, je vous souhaite tous la bienvenue dans ce webinaire sur les modèles de transition pour innovation responsable, donc, qui s'inscrit dans le programme Entreprise Agile Plus, qui est le webinaire numéro 2, il me semble, dans le cadre de ce programme-là, et qui est proposé donc, du coup, à la fois conjointement par Elio et par Fabrica. Tout de suite, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Geoffrey Clément. Je vais être votre présentateur aujourd'hui. Et je suis consultant en développement durable chez Elio. Elio, qui on est finalement, on est une agence conseil en développement durable. Et donc, on accompagne les entreprises, les organisations assez divers et variés sur l'ensemble, on va dire, du scope du développement durable. Ça va de la partie stratégie, donc accompagner à créer des plans stratégiques. On fait de la formation, on fait aussi des plans de décarbonation et de l'adaptation au changement climatique, donc via notamment des bilans carbone, des analyses de cycle de vie pour les gens à qui ça parle. On a aussi une façon d'accompagner en cohorte, c'est-à-dire par groupe d'entreprises, parce qu'on croit beaucoup à l'intelligence collective, un peu comme dans le cadre de ce programme également. On pense vraiment qu'il y a beaucoup de solutions qui naissent dans le partage. Euh, et on fait aussi, bien sûr, l'engagement de parties prenantes. On va en reparler tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose auquel on croit et qui est indispensable finalement dans le développement durable. Comment va se passer cet atelier? L'objectif, c'est de s'approprier un peu le vocabulaire clé de la transition socio-écologique. Et donc, à travers le langage commun, c'est ce qu'on aime bien appeler, pour que tout le monde puisse finalement parler la même langue, puisque développement durable ou modèle d'innovation responsable, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Le deuxième point, ça va être aussi de découvrir, de mettre les prémices sur comment finalement l'intrapreneuriat, et c'est aussi l'objectif avec ce programme Entreprise Agile Plus, peut être moteur de la transformation sociétale, puisque parfois, c'est pas qu'à l'échelle de toute l'entreprise qu'on va vraiment agir. C'est parfois via des projets d'entrepreneuriat et comment finalement on peut donner le pouvoir à chacun des employés, chaque humain finalement, au sein des organisations aussi, de pouvoir participer à cette transition socio-écologique. Comment ça va se passer? C'est dans le cadre, forcément dans le cadre de ce Zoom. Ça va se dérouler à peu près environ 1 heure. On va essayer de finir vers 1 heure du coup. Il y a certains moments, suivant combien de participants seront là finalement, on se divisera en salles pour pouvoir avoir des échanges plus précis. Mais vu le nombre qu'on est là pour le moment, on pourra rester en plénière pour échanger. L'objectif aussi de ce webinaire-là, ce n'est pas simplement une présentation, une formation. Je vais souvent vous poser des questions, vous amener à réfléchir pour qu'on puisse échanger. Et puis, parce qu'on croit vraiment à ça. Les valeurs, assez rapidement, de l'écoute, forcément, de la bienveillance et du partage, c'est essentiel pour nous. Et puis, de la pédagogie inversée, c'est pour ça que je vais vous faire partager, je vais vous faire participer. En tout cas, ça va être mon objectif au maximum. Parce que plus on partage, en fait, plus on est capable de s'approprier le sujet. Et finalement, c'est clé. Vaut mieux en maîtriser un peu moins mais vraiment le maîtriser complètement plutôt que d'effleurer le sujet sur trop d'espace. Et donc, on va commencer tout de suite avec une petite question qui va permettre aussi de pouvoir faire un petit tour de table. Et cette question, elle est à l'écran, c'est: si vous aviez un super pouvoir pour lutter contre les changements climatiques et permettre une transition socio-écologique efficace, lequel ce serait? Donc, peut-être que je peux commencer un petit peu pour mettre la table, d'ouvrir un petit peu les débats, enfin d'ouvrir la question. Moi, mon super pouvoir pour lutter contre les changements climatiques, ce serait d'être capable, en disant bonjour aux gens, de leur transmettre toute la connaissance qui existe sur les changements climatiques et sur la transition écologique, parce que en fait, on se rend compte qu'il y a un gros enjeu sur la formation des personnes, savoir qu'est-ce que ça veut dire, euh, finalement, la transition écologique, quels sont les enjeux, comment on peut les mesurer. Et juste en disant bonjour, de pouvoir transmettre toutes ces informations-là, parce que je pense que c'est clé.
Voilà ce que j'aimerais que mon super pouvoir soit. Est-ce que quelqu'un veut partager son super pouvoir? J'imagine. Je vois Mauricio, je t'ai vu sourire. Est-ce que tu peux nous partager ton super Mais écoute, mais je ne sais pas si je peux pouvoir que je pourrais partager ça, ça pourrait être lié à mon projet. par exemple? D'accord, par exemple. Au Québec, il existe 3 250 000 animaux de compagnie. À chaque année, il décède à peu près 450 000 animaux de compagnie. La disposition de corps des animaux de compagnie, la plupart s'adressent toujours à la crémation. Moi. Pour chaque animal de compagnie qui décède, pour chaque kilogramme d'animaux de compagnie qui était amené à la crémation, ça produit à peu près 2-4 kg de CO2 pour. Ok. Donc, qu'est-ce que nous avons proposé? Qu'est-ce que nous avons proposé? Etera s'appelle notre compagnie. Etera est en train de démarrer, mais Etera offre un service responsable pour les personnes qui voulaient vraiment dans un vraiment changement. C'est une transition qu'il faut la faire urgent parce que c'est vraiment que la crémation fait beaucoup de contamination, d'effets de gaz serrés. Donc, nous proposons le compostage. Le Ok. compostage, c'est un processus que ça dure à peu près pendant, on amène l'animal de compagnie dans un processus pendant 45 jours. Et après, la personne va recevoir à la maison une petite plante cultivée avec le compost produit pour son animal de compagnie. Ça, c'est que fera, etc. Alors, après ça, socialement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aider la personne parce que etc. aussi offre un accompagnement à la personne au moment de son deuil pour que soit bien géré d'une façon qui n'affecte pas sa santé en plus. Donc, ça, c'est notre proposition. Ça, c'est notre sport pouvoir que nous pouvons développer pour le moment. En résumé, hein. Bah, merci Mauricio pour le partage Merci à vous. avec Merci à vous de les m'écouter. solutions. Merci beaucoup. Super pouvoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager un super pouvoir? Oui, Stéphanie? Oui, mais je pense qu'avec toute l'expertise qu'on a au Québec puis au Canada, je pense que ça serait davantage, beaucoup mieux d'aller amener notre expertise en Chine lorsqu'ils construisent plusieurs centrales au charbon. Actuellement, juste à titre d'exemple, en Inde, c'est 108 centrales au charbon parce qu'il y a trop d'enfants qui décèdent. Donc, il faut qu'ils mettent de l'électricité pour avoir une meilleure qualité de vie. Puis quand que je regarde aussi à des endroits comme en République dominicaine, qui, eux autres, n'ont pas vraiment l'eau potable, surtout pour les touristes. Puis quand on se promène dans le pays, bien, il y a plusieurs bouteilles d'eau. Puis qu'il y a un institut aussi, plusieurs bouteilles d'eau vides. Moi, tant que ça, je bannirais complètement, au niveau des gouvernements, il faudrait complètement bannir ces petites bouteilles d'eau en plastique. Mais bon, fait que je pense qu'il y a des choses qui pourraient être faites là-bas, puis du démarrage d'entreprises intéressant, parce que je dis qu'on a une belle expertise, étant donné que le Canada, là, c'est seulement 1,6 des GES à travers le monde. Donc, ça, faut quand même se le rappeler aussi également, là. Oui. Fait que Ok, je pense qu'il y a donc, beaucoup d'exportation de savoir-faire qu'on pourrait faire. Mm. donc un petit peu comme je disais, être capable de pouvoir partager de la connaissance, bah, partager aussi de l'expertise dans ce qu'on sait faire et puis être capable aussi, je pense, de l'adapter au contexte local, c'est un enjeu. Oui, Elsa? Moi, mon super pouvoir, c'est de raconter chaque fois que je fais un petit truc de changement de type. Aujourd'hui, je suis allée faire mes courses avec un vélo cargo ou voilà, juste de témoigner. Donc, c'est pas du partage de connaissances, c'est plus Témoignage. ce geste-là est possible. Ouais. Ouais. Bah, c'est super intéressant parce que tout le narratif autour du changement climatique, de donner des bons exemples, d'être capable de s'inspirer de la culture, des arts, etc., c'est quelque chose qu'on retrouve et qui a plus tendance à manquer aujourd'hui plutôt qu'à être surprésent. Amaury, je t'écoute. Et moi aussi, j'y vais, si tu veux bien. Un Vas-y. super pouvoir, pas facile, mais ça ressemble un petit peu à ce que tu as fait. J'aimerais en fait, mon super pouvoir, ce serait de décider tous les grands responsables économiques des grandes entreprises à passer à l'action tout de suite. Paf, d'un coup. Et qui Ça puisse serait. avoir un gros impact d'un seul coup. Et hop, ce serait un super, super pouvoir.
Yes, je pense qu'on rêve tous de ça. Et puis on aimerait, et puis c'est aussi via potentiellement de l'intrapreneuriat finalement, via des personnes à l'interne des entreprises qu'on va pouvoir accélérer cette transition. Je te laisse y aller, Pierre, puis après on continuer le webinaire. Je t'écoute. Ben, moi, si j'avais mon super pouvoir, ce serait d'arrêter toute l'industrie une journée par semaine, revenir au dimanche, au samedi, peu importe un sabbat, un dimanche, peu importe la journée, et de plus avoir aucun véhicule en fonction, aucun truc électronique en fonction pour qu'on puisse ouvrir à la discussion puis à l'humanité à travers ce qu'on est finalement et de revenir à la base finalement des échanges humains et tout simplement finalement et de voir qu'on n'a pas nécessairement besoin de toute cette industrie-là pour exister finalement. Ouais, bah, c'est super intéressant, Pierre. Et puis ça ramène à la notion de renoncement ou de sobriété. D'une certaine façon, c'est être capable de renoncer à être présent H24, de renoncer à l'accélération des besoins dans tous les sens, à l'accélération de notre temps. On a l'impression que tout va plus vite et d'être capable de dire juste de stop et de prendre le temps pour se concentrer sur les relations humaines. Je vois aussi, merci Sarah, oui, pour ton petit message. En effet, changement climatique, c'est une affaire de tous. Et puis, je pense qu'à la fois, on est tous en partie et responsables et possiblement acteurs dans cette transition. Et puis, c'est vraiment encore une fois, hein, dans le cadre de ce programme, donner les clés, donner les moyens à chacun, acteur au sein des organisations, de pouvoir agir. Donc, c'est parfait. On va y aller donc du coup avec un petit peu de ce que j'appelle langage commun. Et puis on va commencer avec cette petite image que j'aime beaucoup, que je trouve très parlant, ce qui permet un petit peu de comprendre pourquoi agir maintenant. Et la première vague, celle qu'on a connue, qui nous a fait pas mal quand même, qui a changé beaucoup de choses. Et peut-être ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui on est en ligne et qu'on n'est pas dans une conférence un midi en présentiel, c'est le Covid. Où notre préoccupation, ça a été de gérer cette épidémie mondiale qui nous a tous arrêtés pendant plusieurs mois, pratiquement 2 années, 3 années, et où notre préoccupation, c'était de se laver les mains. Mais finalement, après, derrière cette vague, il y a eu une vague de récession qu'il a fallu gérer. Certains secteurs économiques sont encore en train de gérer cette récession. Et puis, après, il y a cette grosse vague qu'on entend beaucoup parler dans les médias, notamment, qui est le changement climatique, où on en voit certainement déjà les effets, qu'on sait, qu'on en connaît l'importance, mais potentiellement, on sous-estime parce qu'elle est cachée derrière cette vague de récession et encore derrière une autre vague qui nous attend et qu'on entend certainement trop peu parler, qui est l'effondrement de la biodiversité. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de pratiquement 67% de la biodiversité qui a déjà disparu aujourd'hui à l'échelle mondiale. C'est gigantesque et pourtant, on en parle encore trop peu. Donc déjà, rien de prendre conscience de l'ensemble de ces vagues, c'est déjà une explication de pourquoi agir maintenant. Et à l'échelle de l'entreprise et puis même du citoyen, mais surtout de l'entreprise, on voit qu'il y a différents types de contraintes. Il y a la contrainte volontaire, et en fait, c'est le meilleur moment d'agir, c'est quand on décide vraiment à l'échelle de l'entreprise et de l'individu de pouvoir agir positivement, d'avoir un impact sur cette transition socio-écologique et d'avoir un impact positif. En fait, pourquoi c'est le meilleur moment pour agir? Parce que ça crée plein d'opportunités. Il y a encore beaucoup de flexibilité. Et la contrainte, elle n'est pas encore naturelle. Okay. Entre-temps, il y a la contrainte législative parce que cette transition-là, à un moment donné ou à un autre, comme beaucoup de transitions, en fait, elle va passer par un cadre législatif. À ce moment-là, ça sera un moment qui sera encore correct, acceptable pour agir, dans le sens où il y aura encore un petit peu de flexibilité, il y aura encore des opportunités, mais ce sera des opportunités qui seront plus contraintes. Et enfin, plus tard, et la contrainte naturelle, elle va arriver quand même assez rapidement. On le voit déjà, certaines régions qui sont dans le monde qui sont déjà touchées de plein fouet par les changements climatiques, notamment en Inde. On voit maintenant là, des énormes, des très hautes températures dans une saison qui n'est pas forcément adéquate et qui implique
du changement de rythme de travail, par exemple. Et en fait, on est déjà dans de la contrainte naturelle et c'est le pire moment pour agir. Pourquoi? Parce que là, on est vraiment contraint et on n'est pas le choix. On est plus en mode réactif qu'en mode proactif. Souvent, dans l'entreprise, on se dit on veut être proactif, etc. Et ben, le meilleur moment pour agir, c'est quand c'est dans le cadre de la contrainte volontaire. Et aujourd'hui, en 2024, en tout cas au Canada et au Québec, on est encore plus proche de la contrainte volontaire que de la contrainte naturelle. Donc, profitons-en. Et comme toute révolution sociétale, l'histoire du développement durable, on aime bien dire qu'elle est RDE dans le sens où elle passe par différentes étapes. Au début, on a l'impression que c'est ridicule, on va avoir tendance à la minimiser. Ensuite, ça devient dangereux. On est déjà pratiquement un petit peu là, on voit déjà des effets dangereux. Et ensuite, ça devient évident. Donc, profitons-en d'avoir de rendre ce sujet évident pour pouvoir en créer des opportunités et puis créer des projets même à l'interne des projets, à l'interne des entreprises pour avoir un impact positif tant qu'on en a encore la flexibilité. Et pourquoi agir maintenant aussi dans le sens où on a parlé beaucoup de changement climatique, etc. Mais je vous parlais de l'effondrement de la biodiversité. Il y a une certaine théorie qui s'appelle la théorie du donut, qui a été réalisée par une économiste qui s'appelle Kate Raworth. Et l'objectif, c'est de quoi? L'objectif, en fait, il est très louable et en fait assez logique, assez naturel. C'est d'essayer de placer finalement notre société dans un espace sûr et juste pour tout le monde. Et c'est-à-dire d'avoir un développement économique qui soit inclusif et durable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on devrait en tout cas respecter des limites planétaires. Il y en a 9 aujourd'hui. Comme on peut voir à droite, elles sont déjà toutes en partie dépassées. Et si on veut rester dans une économie qui va être pérenne, eh bien, on a tout intérêt à rester en deçà de ces limites planétaires, parce que si on les dépasse, eh ben, ça veut dire qu'on utilise plus de ressources globalement que ce que notre système Terre peut nous permettre. Et c'est à ce moment-là que on n'est plus périn, puisque en continuant ainsi, eh ben, finalement, on va finir par avoir un épuisement ou un dépassement qui nous empêche d'être périn en tant que tel. Mais ce n'est pas parce qu'on ne dépasse pas les limites planétaires qu'on est dans une économie qui va être juste. Et dans ces cas-là, en fait, on se dit qu'il y a un plancher social, c'est-à-dire un minimum qu'on aimerait tous avoir, qui concerne par exemple l'accès à l'eau, à la nourriture, à l'éducation, à l'égalité des sexes. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on peut voir, et donc, en fait, si on regarde à gauche, là, ça s'appelle la théorie du donut parce que l'objectif, c'est de se trouver donc au-dessus du plancher social, mais en dessous des limites planétaires. Et ce qui fait un beau donut bien sucré qu'on a envie de manger à tous les goûters. Et ce qui nous donne envie d'aller viser ce donut. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut voir à droite, c'est que les limites planétaires, on en a déjà dépassé beaucoup. Donc là, je me rends compte que le schéma n'est pas à jour puisqu'on en a dépassé déjà 6 à l'échelle d'aujourd'hui, à l'échelle mondiale. Et les planchers sociaux ne sont pas tous respectés à l'échelle mondiale. Si on regarde même à l'échelle des pays, quand on regarde un peu plus précisément, on se rend compte qu'il n'y a aucun pays aujourd'hui qui arrive vraiment à être dans le donut, dans le sens où si on dépasse les limites planétaires, enfin si on respecte le plancher social, eh ben, on a tendance à dépasser les limites planétaires. Et si on ne dépasse pas les limites planétaires, on a tendance à ne pas garantir le plancher social. Et donc, c'est des équilibres à trouver. Et c'est aussi pour ça que le narratif est super important parce qu'en fait, il faut réinventer notre façon de faire, notre façon de travailler. Puis c'est là que la notion d'intrapreneuriat et d'entrepreneuriat est très intéressante parce qu'il faut réinventer les choses, être innovant aussi pour être capable de se placer dans ce donut. Comment s'en sortir aussi puis là, on va aller vers une petite définition de la transition et de l'entreprise. Une entreprise de la transition qui vise une transition socio-écologique, parce qu'il y en a plein d'autres des transitions. On peut parler de transition numérique, etc. Mais aujourd'hui, on parle vraiment de la transition socio-écologique. Il faut faire évoluer vers des régimes, depuis des régimes dominants vers un statut qui soit vraiment plus soutenable. Donc, reviser ce donut, comme je disais. Et surtout, être capable de sortir de l'idée de la croissance infinie, puisque ça a été démontré, et c'est maintenant un consensus, cette croissance infinie, en fait, sous-entend une consommation aussi infinie. Donc, on est dans un monde fini. La croissance infinie n'est pas possible. Donc, il faut réinventer la notion de service et de produit
pour certes aller chercher un gain économique, mais aussi chercher des gains non économiques pour les individus, l'économie et la société. Et en fait, il faut aller plus loin que le simple verdissement de notre économie, ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui. On veut avoir une économie verte, on veut devenir plus vert en tant qu'entreprise. C'est la première étape. Et si on regarde ici, il y a ce petit schéma-là qui, je trouve, est super intéressant, qui nous permet de voir un petit peu l'évolution des entreprises. Donc, pour passer d'un monde en tant que machine, c'est ce qu'on a très bien fait avec la révolution industrielle notamment, qui nous a permis de capitaliser sur les inventions technologiques basées sur des machines pour pouvoir être capable de produire beaucoup plus, d'être beaucoup plus efficace, etc. Et de passer à un monde en tant que système vivant. Donc, une entreprise, a priori, à la base, on peut dire qu'elle est conventionnelle dans le sens où l'objectif, c'est d'être rentable, quelles que soient les ressources utilisées. Et donc, on a tendance à abîmer les écosystèmes. Une entreprise conventionnelle qui ne se pose pas les questions environnementales va avoir tendance à abîmer les écosystèmes. Ensuite, une entreprise qui commence à se rendre compte de l'enjeu va devenir plus vert, c'est-à-dire qu'elle va minimiser certains dommages. Donc, on va réduire la consommation, on va réduire la pollution, on va essayer de réduire certains trucs, mais sans remettre en cause le modèle d'affaires. Ensuite, on va essayer d'être durable dans le sens où, maintenant qu'on a réduit un peu les effets négatifs, on va essayer d'optimiser notre façon de faire, de façon à être zéro net, c'est-à-dire de limiter notre impact à zéro, mais dans l'idée qu'on a fait simplement on a réduit nos impacts négatifs et on arrive jusqu'à zéro, mais ça reste dans la contrainte. Okay. Et là, si on passe dans un monde en tant que système vivant, là, la logique devient complètement différente. On n'est pas dans juste on vise le zéro, l'impact minimum, c'est qu'on veut essayer d'avoir un impact positif. Et dans un premier temps, ça peut passer par une économie dans une entreprise qui va être réparateur, dans le sens où tous les dommages qui ont été créés, on les mesure et puis après, on est capable de les réparer. Donc, on va vraiment agir pour réparer l'écosystème. Et ensuite, on va aller vers des entreprises qu'on appelle régénératives, une économie régénérative, où là, on va vraiment, dans notre modèle d'affaires, être capable de créer de la valeur, créer un impact positif. Okay. Et puis là, quand je dis ça souvent, puis on arrive à des entreprises prospères. Puis là, quand je dis ça, souvent, on me dit, mais Geoffrey, ça veut dire quoi, être capable de créer des impacts positifs? Est-ce que tu as un exemple concret? Puis pour vous, j'ai un petit exemple concret. C'est une entreprise qui crée des enveloppes, qui crée du papier. C'est une entreprise française. Et donc, on peut se dire, créer du papier, des enveloppes, c'est un impact sur l'environnement qui est énorme puisque le papier est fait à base de bois, une énorme consommation de bois. Le papier, les cols pour coller les enveloppes sont forcément faits à base de produits chimiques. Et donc, comment on fait? Ouais, petit temps juste sur le Zoom. Comment on fait pour pouvoir sortir de cette logique-là? Ça va être de tout changer en fait et de créer un impact positif à la fois sur l'environnement. Ce qu'a fait cette entreprise-là, c'est qu'elle a complètement changé son sourcing de bois. Okay. Elle prenait dans une forêt assez gérée de manière assez classiquement. Elle s'est engagée à passer vers un fournisseur qui va planter plus d'arbres qu'elle en coupe. Okay. Donc, on va avoir un impact positif sur la forêt localement. Ensuite, il y a une renaturalisation de l'environnement de travail. Donc là, on peut voir sur la carte, par exemple, que tout le tissu industriel, etc., qui était fait de béton, a été changé. Et puis, ils ont mis des forêts. Et cette forêt, en fait, c'est une forêt qu'on appelle garde-manger, donc avec plein de nourriture, de plantes dont on peut servir et qui sert pour la cuisine de l'entreprise. Donc, il y a aussi un impact positif là-dessus. Et ça devient aussi un accueil pour la biodiversité locale, c'est-à-dire que ça permet de régénérer, ravoir l'apparition de nouvelles espèces, etc., localement. Donc, on va avoir un impact aussi local positif sur la biodiversité. Concernant les cols chimiques et puis les produits chimiques, l'entreprise a changé sa formule de façon à avoir des produits chimiques qui soient
complètement bioassimilable. Bioassimilable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des plantes peuvent ingérer certains produits chimiques et vont être comme des nutriments pour elles. Et via notamment un circuit d'eau, un espèce de circuit d'eau qui sert un peu de station d'épuration finalement, mais naturelle. Et toutes les eaux usées de cette entreprise-là vont dans ce circuit d'eau qui va filtrer l'eau et qui va donc permettre de ressortir avec un impact nul sur le circuit d'eau, puisque toute l'eau a été traitée, voire même positive, puisque c'est des nutriments pour les plantes à côté. Donc, voilà un exemple concret de comment on est capable d'avoir une entreprise régénérative. Et puis, ça, c'est que certains exemples. Si on va plus loin, on est capable d'avoir des économies d'énergie avec un toit vert. On est capable aussi d'avoir des économies d'eau, vu qu'on a un circuit d'eau fermé, traité, etc. Donc, on a plein d'enjeux, enfin, d'impacts positifs supplémentaires. OK. Je suis désolé, je vois qu'il y a eu un petit enjeu sur le Zoom. Je vais vous demander, je vais faire une petite pause de 2 minutes pour pouvoir régler ça, puisque sinon le Zoom va s'éteindre dans… Oui, mais merci. Sinon, Geoffrey, s'il y a un enjeu, on crée un Google Meet, puis on se transfère tous sur le Google Meet. Mais vas-y, regarde si on peut… Ok, je regarde ça, laissez-moi 2 minutes, puis Prends ton temps, prends ton temps. On va profiter pour aller prendre un café. Désolé, ouais. Une gorgée d'eau. En fait, j'en ai profité, moi, pour rebondir sur ce que Sarawi a dit, que c'est un bon schéma, mais que c'est comment être efficace et durable avant qu'il soit trop tard, là. Puis c'est un petit peu l'intention derrière le programme intrapreneurial, en ce sens où ça passe beaucoup par les PME, oui, les individus, mais aussi les PME qui doivent opérer un changement de façon de faire. Et c'est les individus à l'intérieur qui doivent apporter souvent les initiatives, sinon c'est limité par les dirigeants. Souvent, encore, les grosses décisions stratégiques sont prises plus que 60% par les dirigeants qui ont des idées d'innovation, alors qu'il y a tellement de monde dans l'organisation qui ont des idées d'innovation quelque part, il y a un retour de force. Et en attendant que Geoffrey revienne, il y a juste quelque chose que je trouvais intéressant dans les modèles de régénération, parce qu'il y a volontaire. C'est soit volontaire ou c'est naturel, c'est imposé. Et c'est la même chose pour les entreprises qui réussissent bien versus non bien. Ils se mettent des contraintes volontaires, c'est-à-dire on va trouver un MVP avant d'aller vers la croissance. C'est une des raisons pour lesquelles les initiatives ou les entreprises échouent. Ils attendent trop tard pour pivoter. Pivoter, trouver un autre modèle d'affaires. Et ça ressemble comme si la planète Terre, en ce moment, la société, on tarde à pivoter. On attend le pivot. Et plus on attend, ça revient à ce que, voilà, on a moins de ressources, on a moins de contrôle sur comment on va pivoter. Donc, moi, je fais plus la partie intrapreneur, cadre de travail, etc. dans le programme. Donc, je trouvais un beau parallèle à faire en attendant que… Ouais, je suis désolé, du coup, j'ai globalement, plus ou moins résolu le problème dans le sens où j'ai compris pourquoi le meeting allait s'arrêter. Mais on va devoir transférer. Je suis vraiment désolé. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Parfait, super. Donc, du coup, oui, on était en train de parler de cet exemple de Pocheco et puis le commentaire était tout à fait correct. En effet, cette entreprise n'est pas passée du jour au lendemain d'une entreprise conventionnelle à une entreprise qu'on peut rappeler régénérative. Il y a eu plein de boucles de rétroaction. Ils ont commencé par se dire comment on pourrait faire des économies. Il y a eu cette idée du toit vert qui a été créée, des économies d'énergie du coup qui sont créées. Après, ils sont petit à petit allés beaucoup plus loin et aujourd'hui, c'est un exemple. Et forcément, ça a demandé un effort d'entrepreneuriat. Il y a eu des risques qui ont été pris et l'entreprise l'a fait à l'échelle de l'entreprise aujourd'hui. Et puis, dans le cadre de l'intrapreneuriat, ce qui est intéressant, c'est que ça minimise aussi une partie des risques de l'entreprise dans ce cas-là. Donc, voilà, concernant un exemple d'entreprise régénérative, mais il y en a plein d'autres très intéressants. Oui, Sylvain? C'est juste, si tu reviens à ta slide, tu commences en disant une phrase qui est lourde quand même, qui dit
abandon de l'objectif de croissance. Ouais. Dire ça à un dirigeant, me semble, ça ne doit pas être facile d'avoir une belle réception. Je viens de voir pour abandonner tes objectifs de croissance, qu'est-ce que tu en penses? Donc, comment on arrive à bien connecter, parce que je le comprends dans la façon dont tu le dis, hein, mais comment on arrive à dire ça, mais pour que ça ne fasse pas peur? Yes, en fait, puis je reviens une slide en avant. C'est notre objectif à dire on abandonne l'objectif de croissance. Forcément, c'est pas quelque chose du jour au lendemain dans un système aujourd'hui où l'objectif d'une entreprise, très souvent, c'est de croître. On va pas être capable tout de suite de dire soit à un dirigeant, soit à nos employés, en fait, la croissance, c'est terminé parce que c'est relié aux augmentations salariales, c'est relié à plein de choses et puis ça met en péril potentiellement l'entreprise. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on dit qu'on abandonne cet objectif de croissance. Merci Elsa. Hop là. Et donc, du coup, ça se fait petit à petit via la sensibilisation, via la compréhension du monde. Et en fait, quand on parle d'abandon de l'objectif de croissance, en fait, c'est l'objectif de croissance économique. Parce qu'en fait, et c'est là que ça rejoint un petit peu les slides d'avant, dans le sens où on cherche à avoir des gains aujourd'hui économiques, mais aussi non économiques. Et finalement, tous les gains non économiques, là, on est dans la croissance de ces gains non économiques, puisqu'on va avoir la croissance du bien-être, on va avoir de la croissance sur du temps personnel, on va avoir de la croissance en termes en fait, on va gagner finalement, à la fin, en fait, dans l'objectif d'abandonner la croissance, on se retrouve à faire tellement de minimisation aux croissances de la valeur de la marque employeur aussi. Et en fait, tellement d'économies qu'il faut savoir que l'investissement a été rentable. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui croît correctement. Oui, Stéphanie? Oui, mais probablement aussi que cette entreprise-là ne fait plus d'exportation ou quoi que ce soit par fret ou par avion. Donc, j'imagine qu'elle dessert uniquement son produit au niveau local. En effet. Local ou régional. Ouais, j'imagine qu'elle a resté dans un certain champ géographique. Là. Yes, ça fait partie un petit peu des grandes lignes de l'entreprise régénérative. C'est de se reconnecter au local. Dans le sens où c'est particulièrement intéressant. Puis j'ai un autre exemple d'entreprise qui en fait faisait des produits de soins, des produits de soins de beauté pour le quotidien, etc. Donc fait à partir de déchets, etc. Et elle a cherché à s'exporter. Et en fait, en s'exportant, son objectif, c'était pas de s'exporter dans un nouveau pays, donc c'était en Australie, de s'exporter et de vouloir développer la croissance, de se croître dans ce pays. Son objectif d'exportation, c'était de pouvoir donner sa connaissance, son expertise localement. Et donc, du coup, l'objectif, c'était aussi de le donner aux communautés locales. Et s'était engagée à se retirer du marché australien si elle arrivait à partager cette expertise et à faire monter des projets d'impact positif localement. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, en effet, on doit d'une certaine façon se limiter au local, mais on peut, comme cette entreprise-là, essayer d'amener de l'énergie, en fait, d'amener notre connaissance, d'exporter notre connaissance, parce que l'exportation de la connaissance, a priori, a un impact, en tout cas environnemental, relativement faible. Oui, Jeanne? Oui, si je peux me permettre, en fait, quand je parle aux dirigeants en général, je ne parle pas d'abandon de l'objectif de croissance parce qu'en effet, c'est extrêmement rebutant pour eux en fonction de leur niveau de maturité. Mais je vais davantage parler de pérennité et de résilience parce qu'en fait, à terme, leur modèle économique n'est de toute façon pas viable si on continue comme ça à horizon 2030-2050. Et du coup, c'est là où ça devient pertinent parce qu'il percute sur le fait que, en fait, on bouge un peu le curseur, on les décroche de la croissance pour les maintenir sur leur business, sur un nouveau business model et pour les maintenir dans une activité qui ne va plus être qu'économique, mais environnementalo-sociétalo-économique.
Exactement. Mais de toute façon, c'est là que c'est intéressant, la pérennité de l'entreprise finalement est en jeu. Et les mots-clés là, abandon, l'objectif de croissance, dans le cadre de cette entreprise-là, c'est très contextuel dans le sens où c'était une entreprise qui a vécu de plein fouet la transition numérique d'une certaine façon et qui s'est vue menacée par l'existence des mails, la création des mails et l'utilisation de plus en plus importante des mails, ce qui a fait que quand on pense il y a eu à un moment donné une diminution des envois de lettres, et puis c'est encore le cas après l'apparition des mails, ce qui est tout à fait logique, mais ce qui mettait en cause la pérennité. Et donc, l'objectif de pérennité de l'entreprise est resté là. Mais il est passé du coup par un objectif d'abandon de la croissance qui leur a permis de réinventer leur modèle d'affaires. Donc, on va pouvoir aller plus loin, et puis ça va exactement dans le même sens de la discussion, puisque sur cette slide-là, on voit un petit peu comme deux définitions de la soutenabilité ou du développement durable. À gauche, c'est la définition qu'on va dire, la soutenabilité faible, c'est la définition classique telle qu'on la connaissait auparavant et qui se base sur ces trois axes, donc écologique, social, économique, mais qui tend à montrer que finalement les trois axes sont complètement indépendants, qu'on pourrait avoir une entreprise complètement écologique, mais qui ne s'intéresse pas à l'économie, etc., ou sociale, sans s'intéresser à l'environnemental, etc. Ce qu'on veut montrer, et c'est ce qu'on appelle la soutenabilité forte, c'est que tous ces enjeux sont liés et sont fortement liés. Une entreprise, elle est d'abord inscrite dans un environnement local, géographique, etc., au sein d'un endroit sur la planète, en fait. Et donc, il faut que cette planète soit en santé, dans le respect des limites planétaires et des ressources, pour être capable d'être durable. Ensuite, cette entreprise-là, elle est ancrée dans le local, dans un environnement local, à la planète, mais aussi, finalement, une entreprise, c'est avant tout des gens, c'est des employés, c'est des humains derrière tout ça. Et donc, s'il n'y a pas d'employés, eh bien, l'entreprise ne peut pas être pérenne de la même façon. Donc, il faut avoir un bien-être et un progrès social auprès des employés, mais aussi de la communauté locale. Et enfin, une fois qu'on est capable d'assurer ça, finalement, c'est là que le modèle économique, il va pouvoir fonctionner. Et c'est là qu'on voit que le modèle économique se doivent de répondre à des besoins qui sont sociétaux. Et ça peut reposer la question des modèles d'affaires. Mais c'est bien cette définition du développement durable qu'il faut avoir en tête, que les objectifs, que les enjeux sont liés. Et que finalement, c'est un peu comme une pyramide où on vient mettre les enjeux les uns par-dessus les autres. On voit par… Oui, Jeanne ? Je suis désolée de t'interrompre, je suis vraiment navrée. Si je peux me permettre, moi j'ai juste une autre lecture. Les cercles de gauche, ce que je vois, c'est pas forcément que c'est une soutenabilité faible, mais en fait, ça démontre comment les choses sont intrinsèquement liées. En fait, elles sont pas opposées. En fait, c'est ça que je veux dire. Les deux diagrammes, selon moi, ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. Celui de gauche permet de comprendre comment les choses sont intrinsèquement liées pour pouvoir lire la soutenabilité forte que tu traduis sur les cercles de droite. Et je pense que c'est important parce que il y a les notions de vivabilité, de viabilité et d'équité. Et ce sont des termes qui sont très, très forts, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi dans le sens où elle permet de mettre des mots-clés et d'expliquer que les trois axes et d'expliquer le croisement, si tu veux, entre les différents axes avec justement la viabilité, l'équitabilité et la vivabilité. C'est juste que en présentant le développement durable simplement et uniquement avec le diagramme de gauche, le biais est qu'on a tendance, et puis c'est ce qui a pas mal été observé en fait dans l'histoire relativement courte pour le moment, mais du développement durable, c'est que en présentant le développement durable simplement avec le diagramme de gauche, on va avoir tendance à avoir des entreprises ou à se dire, moi, mon objectif, c'est d'avoir une entreprise qui va être viable. Et ça sous-entend, en voyant simplement le diagramme de gauche, qu'on peut être viable et ne pas s'intéresser aux enjeux sociaux. Alors que finalement, c'est quelque chose qui n'est pas possible d'une certaine façon, puisque une entreprise qui est viable, s'il n'y a pas
un certain intérêt vers les enjeux sociaux, que ce soit auprès des employés ou au niveau de la communauté locale, ça ne peut pas être une entreprise qui va être oui, elle ne peut pas être durable, parce que pour être durable, il faut qu'elle soit en même temps viable, vivable et équitable. Oui, mais donc du coup, c'est là qu'on n'est pas dans le développement durable de manière générale et qu'on voit les axes qui sont déliés. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où les deux permettent d'avoir une compréhension du développement durable et c'est de l'observation qui a mené à la définition plus vers la droite que vers la gauche, mais que les deux sont intéressants. Tout à fait. On va aller un petit peu vers l'avant pour pouvoir continuer, puisque je vois que le temps file. Si on s'intéresse maintenant à des exemples, donc on a parlé de l'exemple de l'entreprise régénérative via l'entreprise Pocheco, mais des exemples d'initiatives inspirantes de transition au Québec, il y en a plusieurs, et puis par secteur, on a retrouvé quelques exemples ici. Dans le bâtiment, puis ce qui est lié aussi avec l'alimentation, on a Bâtiment 7, donc je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ce projet, mais qui était une usine qui a été complètement réutilisé pour pouvoir et finalement ce bâtiment a été un petit peu donné à les communautés pour pouvoir se transformer en une fabrique d'autonomie collective. C'est maintenant des communautés locales qui s'en occupent, qui s'en chargent. Il y a un marché à l'intérieur, c'est autogéré. Et puis c'est une belle initiative aussi sociale avec des petites fermes. C'est un projet qui est complètement autogéré et qui en fait, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que c'est la redistribution d'un lieu commun, c'est-à-dire d'un commun. Un commun, c'est un concept. Tout ce qui nous appartient collectivement est un commun et la réutilisation et la valorisation de tous ces communs est un enjeu clé de la transition socio-écologique également. Ensuite, dans le bâtiment, on a toutes les coops d'habitation. On a aussi le projet Locaux, qui finalement est une entreprise d'épicerie de zéro déchet, donc avec plusieurs magasins différents qui s'autogèrent. On a bien évidemment les jardins communautaires. Dans le transport, on a Locomotion à Montréal, dont l'objectif est de partage de moyens de transport, voitures, vélos, les vélos cargo aussi, sans forcément avoir de tarifs derrière ça. C'est pareil, de la gestion par les communs. C'est ça qui finalement a le plus de valeur ajoutée, malgré que la valeur économique, on la voit pas a priori. Dans l'énergie, il y a la coopérative Celsius à Montréal qui permet de faire de la géothermie à l'échelle de la ruelle. Et puis, dans l'économie, il y a tout ce qui est monnaie locale, etc. Puis, on peut voir que tous ces projets-là, finalement, ça pourrait être des projets qui sont nés à l'intérieur d'une entreprise. C'est pratiquement de l'entrepreneuriat. Ça a été présenté comme de l'entrepreneuriat, mais finalement, on pourrait amener ça à l'interne de chacune de ces entreprises et puis ça ressemblerait plus à de l'intrapreneuriat. Et puis, il y a des gens derrière qui étaient employés de certaines entreprises, donc qui permettent de réinventer les modèles d'affaires au sein même des entreprises. Et donc, du coup, ça nous mène vers l'intrapreneuriat. Comment l'intrapreneuriat, finalement, peut être au service de la transition écologique. On a parlé de la transition écologique un peu au sens large depuis le début de ce webinaire. Mais comment, finalement, l'intrapreneuriat, et notamment grâce à ce programme-là, programme Entreprise Agile Plus, on peut mettre avant l'entrepreneuriat pour le cadre de cette transition. On a parlé beaucoup du développement durable, mais pour l'entrepreneuriat en particulier, et dans l'entreprise, ce qui limite l'entreprise en tant que telle de par sa structure en manière de transition, on a parlé déjà de certains enjeux, mais déjà le fait qu'on évolue dans un monde VICA, alors cette notion de VICA, elle est en train d'évoluer au jour, on parle maintenant un peu de BANI, mais disons que si on s'attache à cette définition, on est dans un monde qui est volatile, incertain, complexe et ambigu, et tout ce monde-là a plus tendance à favoriser le statu quo et limite l'éventail d'action dans l'entreprise, puisque on est plutôt dans une économie de projection, de planification, de certitude. Les investissements, en général, sont faits sur des hypothèses et plus les risques sont faibles, plus l'investissement peut se valider. Donc, finalement, ça limite la transition, puisque la transition aussi, elle va se faire en prenant des risques. Puis ça rejoint complètement la notion d'intrapreneuriat ou d'entrepreneuriat, puisque l'entrepreneur, finalement, en général, c'est
quelqu'un qui va créer un projet et qui va prendre le risque de créer ce projet en croyant à cette valeur ajoutée qu'il apporte sur le marché. La nécessité aussi de devenir résilient et d'apprendre à renoncer, c'est exactement la discussion qu'on vient d'avoir sur l'objectif d'abandonner l'objectif de croissance. Ce n'est pas quelque chose qu'une entreprise aujourd'hui, c'est facile de faire pour une entreprise. Il y a beaucoup de contraintes et des pénuries qui s'en viennent. Une vulnérabilité qui existe et qui est assez forte face au changement climatique. Cette vulnérabilité qui n'est pas d'ailleurs tout le temps mesurée dans les entreprises, qui n'est pas forcément facile aussi pour se projeter dans les entreprises. Il y a une dissonance cognitive et du sens au travail pour les employés. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, qu'on entend beaucoup parler dans toutes les entreprises. Retrouver du sens, donner du sens à son travail, c'est quelque chose qui est commun finalement, mais qui peut être à la fois un levier, puisque ça peut être un levier d'action au sein de l'entreprise, puis ça peut être aussi un levier pour l'entreprise, donner du sens au travail, ça peut peut-être donner plus de flexibilité, laisser des projets naître, et s'ils sont bien cadrés, et le parcours et le programme Agile Plus peut vous aider à ça, à cadrer et finalement à donner de la valeur à ces projets à l'interne de l'entreprise, et donc du coup donner aussi du sens au travail pour vos employés. Bien sûr, une recomposition du travail. Aujourd'hui, on travaille de manière complètement différente que ce qui était avant. On est déjà dans une transition numérique auquel on ajoute une transition socio-écologique, ce qui complexifie encore l'enjeu. Et d'autres angles morts, dont celui que j'aime bien, c'est les risques de greenwashing. Et quand on parle de greenwashing, des fois, c'est un gros mot qu'on n'aime pas entendre, mais le greenwashing, il n'est pas forcément des fois volontaire. Et c'est de ça dont les entreprises ont peur. Et c'est presque plus de la peur de greenwashing qui va avoir tendance à limiter l'action plutôt que le greenwashing en tant que tel, puisque on a peur de communiquer les avancées qu'on fait, les projets qu'on met en avant avec un impact positif, de peur d'être traité d'entreprise qui fait du greenwashing, alors que il existe aujourd'hui des bonnes pratiques de communication pour éviter de se faire traiter entre guillemets d'entreprise qui fait du greenwashing. Ça s'appelle du greenwashing exactement. C'est toute cette variété. Il y a beaucoup de vocabulaire qui existe aujourd'hui sur le sujet autour du greenwashing. Le greenwashing en est un, et puis il y en a plein d'autres façons, enfin d'autres mots qui matérialisent un peu cet enjeu-là. Stéphanie, oui, tu as une question? Tu es mute. Pardon. Pas de souci. Concernant la recomposition du travail due à la diffusion du numérique, on sait là, quand même depuis plusieurs années puis que là ça s'en va vraiment là, à plus qu'1 million % numérique. Puis ça, c'est tout des serveurs qui est en arrière de tout ça. Donc, tout le côté des communications, tout ce qu'on transige par Internet, tout ce qui est cellulaire, bon, etc., en plus des tours. Donc, comment que quand tous les gouvernements, puis même à l'échelle mondiale, c'est tout ça qui compte, puis l'IA et tout, comment qu'on peut faire un retour à l'arrière un peu? Déjà, il y a plusieurs notions de compréhension à amener et puis qui aident à prendre des bonnes initiatives. Déjà, on entend déjà beaucoup sur la consommation des serveurs, etc., dans le cadre professionnel. Il faut savoir qu'en termes d'ordre de grandeur, c'est plutôt l'utilisation et la production des appareils numériques qui a un impact fort et peu l'utilisation. Okay. Et après, quand on regarde un petit peu, si on s'intéresse quand même à l'utilisation, c'est toute l'utilisation des vidéos qui va avoir un enjeu fort sur l'impact environnemental. Donc, la transition numérique peut être, d'une certaine façon, si elle est bien faite, aussi une solution pour pouvoir diminuer l'impact environnemental. S'échanger des mails plutôt que d'envoyer des lettres, c'est un impact positif qui est c'est un impact sur l'environnement qui est plus faible, bien sûr, via les mails que les lettres. Puis regarder, s'appeler, c'est sûr que c'est un impact qui est plus faible que d'aller se déplacer. Mais après, tout comme l'IA, si on va créer des nouveaux besoins,
et bien là, forcément, ça crée un impact négatif plus important, puisqu'on est dans la création de besoins et qu'on est dans l'utilisation toujours plus excessive de ces outils numériques qui permet de prendre un petit peu, merci James, qui permet un peu de se poser les bonnes questions et d'avoir les bonnes réponses. Puis, mini anecdote, il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, aujourd'hui, le télétravail a un impact plutôt négatif sur l'environnement parce que en ayant un télétravail, les gens sont éloignés de leur environnement de travail, ont acheté des maisons plus grandes, sortent plus souvent de chez eux, puisque vu que tout le monde passe toute la journée chez soi, eh ben, on va sortir 2, 3, 4, 5 fois par semaine pour aller faire l'épicerie. Et si on regarde sur l'ensemble des activités, eh ben, le télétravail en tant que tel a amené un impact négatif sur l'environnement. Et je parle que de la partie carbone là, que positif. Voilà, la petite anecdote. Oui, je vois que ça a fait des questions. Sylvain? Il me semble qu'on utilise moins la voiture, là, quand même. Parce qu'il y en a qui ont 1 heure de route à faire, il y a le trafic, il y a tout ça aussi, là. Eh bien, en fait, à l'échelle, à grosse échelle, là, c'est pas vrai. On utilise plus souvent la voiture. En fait, on l'utilise peut-être moins souvent, mais sur des plus longs trajets. En fait, avant, on allait au travail le matin. Vu qu'on n'avait pas envie de faire 1 heure de route tous les jours, eh bien, on habitait relativement proche de son lieu de travail. On faisait 15-20 minutes pour aller le matin. Puis le soir, en repartant, on passait à l'épicerie. On prenait l'épicerie et puis voilà. Puis si on n'était pas capable de faire ça, et ben vu qu'on était toute la journée au travail, on allait une fois le vendredi ou le samedi faire les grosses courses et puis ça allait. Aujourd'hui, on habite plus loin puisque de toute façon on va 1 fois ou 2 au bureau, mais en fait on fait 1 heure, 1 heure et demie de transport pour aller, donc c'est beaucoup plus que ce qu'on faisait avant. Et puis vu qu'on est à la journée à peu près tout le temps, mais qu'on a quand même besoin de faire des courses, on va y aller 3-4 fois dans la semaine. Et puis, on s'est éloigné aussi du supermarché. Donc, à grande échelle de toute l'activité, ça. Sylvain, oui? Oui, puis je vois vraiment le temps qui file, mais j'allais juste dire, on parle beaucoup de sobriété numérique aussi, puis ça fait partie des projets entrepreneuriaux puis des projets réfléchis de ne pas attendre à la fin puis d'y réfléchir tout de suite. On peut se dire comment on peut minimiser notre utilisation de l'énergie. On peut aller vers des data centers qui sont par géothermie, qui sont déjà associés à des... Donc, on peut décider de garder la donnée locale versus, etc. Donc, c'est plein de décisions et justement, je trouve que ça fait partie de cette... si on veut rester compétitif sur du long terme, c'est ce genre de décision-là qu'on peut prendre aussi. Donc, oui, cette pollution-là, on peut la contrôler si on la comprend. Donc, je trouve que ça fit bien avec ce qu'on voit aujourd'hui. Exact. Puis en effet, je vois le temps défiler, alors je vais déjà un petit peu conclure, mais en amenant des idées intéressantes. La première, c'est que le parcours classique d'une démarche de développement durable, elle ressemble à ça. Il y a un besoin initial, une structure et des livrables. Et finalement, on se rend compte qu'à l'échelle du livrable, une fois qu'on a décidé ce qu'on veut faire, qu'on s'est engagé à mettre des actions en cours, et ben souvent, là, il y a un petit couac. Et en tant que consultant, on s'en rend compte puisqu'on revient 2-3 ans après auprès des entreprises. Puis souvent, ça a un peu raté, et puis pour plein de raisons. Et en fait, on se rend compte que dans la livraison et l'intrapreneuriat, en fait, donner le pouvoir aux employés est souvent une réponse qui va être particulièrement intéressante dans la livraison de nos enjeux, de nos engagements, et puis l'intrapreneuriat, il peut marcher si c'est désirable, si c'est faisable, si c'est travaillé avec les parties prenantes, si c'est soutenu. Et on retrouve beaucoup ici d'enjeux qui concernent directement la transition écologique. Et donc, en fait, il y a un parallèle assez fort qui c'est que si c'est désirable, si on arrive à le rendre désirable, eh ben, on va être capable de plus livrer. Et donc, donner les moyens aux entreprises, aux employés via l'intrapreneuriat notamment, et peut être une façon de garantir, ou en tout cas de minimiser les risques d'absence de livraison. Et le deuxième point un petit peu que je voulais faire avant de vous laisser aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de cadres qui existent pour pouvoir un peu comprendre si nos projets, on arrive justement à viser ce donut-là. Et puis, c'est très intéressant, puis je vous invite à le faire. J'aurais aimé pouvoir le faire en séance, mais je vous invite à le faire à la maison. C'est vos projets d'intrapreneuriat ou même vos projets d'entreprise. Essayez de vous poser la question, à quels objectifs de développement durable ces projets participent-ils?
Et vous allez voir que en se posant cette question-là, on peut des fois changer certains enjeux, changer même, voire le modèle d'affaires de notre projet pour avoir un impact positif sur ces objectifs de développement durable. Et puis, on peut voir aussi qu'il y a beaucoup de co-bénéfices. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'intéresse particulièrement, parce qu'on y croit, par exemple, à la réduction des inégalités, eh bien, on va voir que ça va pouvoir aussi donner du travail. Ça va avoir un impact positif sur le travail. La réduction des inégalités aussi, on sait qu'il n'y a pas de transition sans justice sociale. Eh bien, on va pouvoir aussi limiter les impacts sur le changement climatique parce que pour plein d'enjeux différents, on se rend compte qu'il y a plein de co-bénéfices à s'engager dans des objectifs de développement durable et simplement de déjà se poser la question à quel besoin fondamental on répond grâce à notre projet. Et puis, c'est aussi pour ça, je pense que ce programme Agile Plus, on le fait en co-construction entre la Fabrique A et Elio pour justement être capable de mettre en avant l'entrepreneuriat, capable de livrer, tout en se posant la question des besoins fondamentaux auxquels on répond pour avoir capable finalement d'avoir des impacts positifs dans le cadre de cette transition écologique. Donc voilà, j'ai dépassé un petit peu. Je ne sais pas si moi, je peux rester encore quelques minutes si vous avez quelques questions. C'est vraiment pas un enjeu. Je peux rester là sans problème. Oui, Jeanne, tu as levé la main? Non, pas du tout, j'applaudissais. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire s'il y a quoi que ce soit. En tout cas, merci pour votre… Merci à toi. Merci. Merci à tous. Oui, il y a la Fabrique. Parfait. Oui, Merci je voulais beaucoup. simplement vous indiquer que le lien de notre page web, je l'ai mise dans le chat si jamais vous êtes intéressé à avoir plus d'informations sur le programme en général ou à nous contacter pour le futur. Merci beaucoup pour la participation, tout le monde. Merci Ça marche. beaucoup. Merci beaucoup. Pour moi, bonne soirée et bonne journée pour vous. Voilà. Tu es en France, Jeanne. Bonne soirée. Oui. Il fait encore Au jour en revoir. France, j'ai l'impression. Il fait jour tard, c'est bien. Oui, Bye. l'été Stéphanie. est un peu là, L'été, malgré quand tout. on l'a. Bye, Sarah, oui. Au revoir. Bravo, Jeanne, pour ta participation, très intéressante. Merci à vous. Merci à vous tous.